Dans la famille Porton, je demande la mère indigne, Louise. Elle va quelques heures après ces images tuer l'une de ses filles. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Après tout, Louise regrette le temps où elle n'avait pas d'enfant, le temps où elle était libre de ses mouvements. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Louise Porton. Salut, moi c'est Lilia. Et moi Lila. Et nous sommes les New Crime Sisters. Et la vidéo du jour est en partenariat avec Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Vos informations vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, toutes vos informations telles que vos photos, vos mots de passe ou encore vos informations bancaires sont protégées sans que Surfshark ne conserve ces données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3600 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et ainsi naviguer de manière privée et sécurisée et vous localiser partout dans le monde. Et ainsi avoir accès à du contenu auquel on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder le Netflix US parce qu'il y a beaucoup plus de choix que sur le Netflix français. Et ça marche aussi pour Amazon Prime. Je m'en sers également pour faire mon shopping sur Internet. Comme la plupart des gens, je fais mon shopping en ligne et je sais que grâce à Surfshark, je suis protégée des fraudes à la carte bancaire et en plus, il me débarrasse des logiciels malveillants et des pubs. Oui, et c'est aussi très pratique lorsque vous utilisez le Wi-Fi public. Le Wi-Fi public, c'est bien pratique, mais le problème, c'est que ce n'est absolument pas sécurisé. Et bien, grâce à Surfshark, vous pourrez surfer sans qu'on ne pirate, par exemple, votre carte bleue ou qu'on ne dérobe vos informations personnelles. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Et ça permet ainsi d'éviter les augmentations tarifaires chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte de ce genre de site. Voilà, ça vous permet de planifier vos week-ends ou vos vacances. D'ailleurs, il y a les grandes vacances qui arrivent. Ainsi, vous avez la garantie de trouver les hôtels, les billets de train et les vols au meilleur prix. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix puisqu'il coûte seulement 1,79€ par mois et pour ce prix, il a beaucoup plus d'avantages que les autres VPN du marché. Vous pouvez par exemple l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils, téléphones, ordinateurs, tablettes et ce, tous en même temps. On vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrim, vous aurez 3 mois supplémentaires gratuits. Donc si vous cherchez un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-ci. Et vous avez même une garantie de remboursement de 30 jours. Alors vous pouvez l'essayer, vous faire votre propre idée et si vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous êtes remboursé. Alors n'hésitez pas. Quant à nous, on vous laisse avec la vidéo. Direction l'Angleterre cette semaine pour aller à la rencontre de Louise Porton, une mère de famille de 22 ans qui habite avec ses 2 adorables petites filles dans la ville de Rugby. Louise fait partie d'une grande famille unie dont les membres se voient régulièrement au détour de repas et autres fêtes de famille. Donc Louise a beaucoup de chance. Mais Louise est du genre solitaire. Les trucs de famille, ça ne l'intéresse pas. Et il faut dire qu'elle n'intéresse pas non plus une bonne partie de sa famille, car Louise a toujours été, disons, spéciale. Par exemple, petite déjà, elle était très manipulatrice. Elle n'hésitait pas à mentir s'il le fallait, et elle n'hésitait pas non plus à s'en prendre aux autres enfants. Certains disaient qu'elle était même très tôt dans sa vie assez cruelle. À l'âge de 11 ans, elle commence à voler sa grand-mère. Adolescente, elle va commencer à avoir de multiples relations charnelles avec n'importe quel homme, n'importe lequel qui lui accordait un tout petit peu d'attention, bonne ou mauvaise. C'était comme compulsif. Et pour en revenir à sa famille, beaucoup lui ont définitivement tourné le dos lorsqu'elle n'a pas daigné rendre visite à sa grand-mère malade, une femme aimante qui a pourtant toujours été, en plus d'être le pilier de sa famille, elle a toujours été là pour Louise et Louise n'ira d'ailleurs même pas à son enterrement. Alors trop, c'est trop pour nombre de ses proches. Mais Louise est loin d'être une femme isolée, elle aura toujours le soutien et l'amour inconditionnel de sa mère ou encore de sa sœur. À 18 ans, elle tombe enceinte, elle attend la petite Lexi d'un certain Chris Draper qui est son petit ami. Puis le couple va avoir une deuxième fillette, mais voilà, ils se brouillent, ils se séparent et dès lors, Louise va interdire au père de voir ses filles. Donc en plus de ne plus pouvoir voir Lexi,
il ne verra jamais la petite dernière qui s'appelle Scarlett, et ce, malgré ses tentatives. D'ailleurs, Louise, comme pour l'éradiquer de la vie de ses filles, convaincra même un petit ami de passage à reconnaître Scarlett. Donc sur les papiers d'identité de Scarlett, ce n'est même pas son père biologique. Et elle ne garde pas les enfants pour mieux se les accaparer, non, ses enfants, elle s'en fiche. Elle est définitivement plus préoccupée par sa vie de femme, ses loisirs et les hommes, que par ses filles. Et elle a une passion dans la vie, ou plutôt deux, le shopping et les rencontres en ligne. Elle est de ces mères qui sont bien trop immatures pour avoir des enfants, mais le destin en a voulu autrement. Alors, Louise n'aime pas beaucoup travailler, elle préfère se prélasser sur les réseaux sociaux, elle est très auto-centrée et adore depuis toujours se faire photographier. Alors, elle ne gagnait pas un sou avec ses photos n'intéressant personne. Cependant, ça ne l'empêchait pas de se présenter comme étant un mannequin à temps partiel. Et ça, elle en était extrêmement fière. Alors elle va roucouler, passer d'un homme à un autre, et très vite, elle va se rendre compte qu'elle pourrait finalement se faire payer pour ses relations sexuelles. On va découvrir par exemple, et c'est assez immonde, qu'elle proposait même à certains clients d'avoir des relations sexuelles avec elle dans le minuscule studio qu'elle occupe, qui est un logement social. Donc elle occupe ce studio, il n'y a pas de chambre, avec ses filles qui ont à ce moment 3 ans et 17 mois. Elle proposait donc à ses clients d'avoir des relations à domicile dans la même pièce que les filles si elles étaient, je cite, calmes. Sa sœur aussi témoignera plus tard que Louise lui avait confié par SMS un jour que alors que ses filles étaient en train de dormir à la maison, elle était sortie pour avoir des relations sexuelles dans un camion avec un certain Simon qu'elle avait rencontré quelques heures auparavant sur Internet. Et ça la faisait beaucoup rire, ce à quoi sa sœur a répondu « Mais what the fuck? C'est quoi ce bordel, Louise ?» Mais elle est comme ça, Louise. Voilà, elle a toujours fait passer ses besoins avant ceux de ses filles. Par exemple, avant d'habiter à Rugby, elle avait logé l'année précédente, entre août 2016 et novembre 2017, à Willenhall. Et sa gentille propriétaire, une vieille dame, se souvient de Louise et de ses filles. Elle s'en souvient très bien. Elle a dit que Louise semblait comme allergique à ses filles. Elle les lui refourguait à la moindre occasion. C'est donc souvent la propriétaire qui gardait les fillettes. Alors ça ne dérangeait pas la propriétaire. Les fillettes étaient vraiment des petits anges. Mais ce qui la préoccupait, en revanche, c'était l'attitude de la maman. Elle dira plus tard, je cite, « C'est comme si elle voulait passer le moins de temps possible avec ses enfants. » Et pourtant, Louise, vous l'aurez compris, pourrait tout à fait demander l'aide de sa mère ou de sa sœur ou même du père des fillettes. Mais non, alors allez savoir. La réalité, ça vous l'aurez compris aussi, j'imagine, c'est que ces pauvres fillettes sont devenues un fardeau pour leur mère. La maman préfère sa vie d'avant, une vie libre et sans contrainte. La réalité est même pire que ça, c'est qu'elle n'aime pas ses filles. Elle fait le strict minimum, mais ne ressent ni amour, ni empathie, ni tendresse pour ces deux adorables petites fillettes. Alors, elle va réfléchir à un plan pour pouvoir se débarrasser d'elle le plus discrètement possible. Elle va faire plusieurs recherches sur Internet, et voici un exemple de recherche. Peut-on mourir avec le nez bouché et la bouche couverte de rubans adhésifs? Ou encore, combien de temps après la noyade un enfant peut-il être réanimé? Mais tout commence véritablement en janvier 2018. À ce moment, Louise a déjà dans l'idée de se débarrasser de ses filles. Voilà que le 2 janvier 2018, elle passe un appel au service des urgences. Elle demande qu'on lui envoie les secours car Lexi, la plus grande, rappelons-le, âgée de 3 ans, a des problèmes respiratoires. L'ambulance se met alors en route, il y a urgence, mais voilà que dans la foulée, Louise rappelle, elle explique qu'elle a finalement trouvé un moyen de locomotion et que c'est elle qui fonce à l'hôpital. Et effectivement, Louise amène Lexi à l'hôpital et la pauvre est dans un état très grave. Elle est en grande difficulté respiratoire. Finalement, les médecins vont réussir à la canaliser, Lexi ira mieux. Et pourtant, les médecins sont perplexes. Ils ont beau essayer de chercher une explication à ce qui est arrivé à la jeune enfant, mais ils ne trouvent rien. Et on pense rétrospectivement que Louise a déjà, en réalité, essayé d'étrangler sa fille, et qu'ensuite elle l'a ramenée à l'hôpital. Que les choses ne se sont pas passées comme prévu pour elle, et d'ailleurs, malheureusement, les médecins n'y voient que du feu. Ils vont prescrire à Lexi des antibiotiques, soupçonnant peut-être une pneumonie, et ils vont renvoyer la fillette chez elle.
Et on découvrira qu'alors que le personnel médical s'activait autour de Lexi, qui encore une fois était arrivée dans un état assez inquiétant, eh bien la maman, elle, négociait pendant ce temps ses prestations sexuelles, à la fois sur le chemin, dans sa voiture, lorsqu'elle ramenait Lexi à l'hôpital, et une fois arrivée à l'hôpital. Alors dans le fond, Louise est un peu ennuyée de ne pas avoir réussi à se débarrasser de Lexi, mais qu'à cela ne tienne, elle réessayera plus tard, avec cette fois la ferme intention de ne pas se rater. Et pourquoi attendre ? Seulement 2 jours après, le 4 janvier, Louise appelle de nouveau le service des urgences. Cette fois, les urgences arrivent à son domicile. Lexi est dans un état plus que critique. Elle est allongée sur le dos, à plat, elle est inconsciente et son cœur s'est arrêté de battre. Les ambulanciers commencent alors un massage cardiaque et ils réussissent à réanimer Lexi. Et Louise a l'air bouleversée, mais elle ne panique pas. Elle reste calme. Et au début, les ambulanciers n'y voient que du feu. Mais lorsque Louise va monter avec eux et la petite Lexi dans l'ambulance direction l'hôpital, eh bien les ambulanciers vont remarquer que la maman ne va pas jeter un seul regard à sa fille. Bizarre. Arrivée à l'hôpital, les médecins vont doubler les antibiotiques pour la petite Lexi. Ils se disent qu'elle a peut-être une infection. Et alors que tout le monde s'active autour de Lexi, et pendant ce temps, eh bien Louise s'en va dans les toilettes pour faire une photo d'elle les seins nus qu'elle va envoyer à un amant de passage. Elle a même eu le temps de prendre le numéro de téléphone du vigile de l'hôpital et ils vont s'envoyer, alors qu'elle est à l'hôpital, plus de 90 messages. Rendez-vous compte à quel point elle se moque complètement de l'état de sa fille. Et bientôt, Lexi peut sortir de l'hôpital. Quant à Louise, elle sait ce qu'elle a à faire et elle ne va pas tarder à s'en occuper. 10 jours plus tard, le 14 janvier dans l'après-midi, vous pouvez voir sur ces images la petite famille rentrer tranquillement chez elle. Tout a l'air d'aller bien, mais la plus grande, Lexi, va mourir une poignée d'heures plus tard. La réalité, c'est que dans la nuit, Louise s'est rendue dans la chambre de Lexi et on ne sait pas comment elle s'y est prise exactement, mais vous l'aurez deviné, eh bien, elle va étouffer sa fille. Alors, est-ce qu'elle l'a tuée dans son sommeil ? Impossible de savoir, une chose est sûre. Lexi a sans doute eu le temps de comprendre que sa propre mère était en train de la tuer. Et puis, une fois de plus, j'ai envie de dire, combien de fois elle a essayé de tuer cette pauvre enfant ? Alors, imaginez pour ces petits bouts, leur maman, aussi bancale et sans cœur soit-elle, c'est leur seul repère. Les enfants aiment leur mère, même si ce n'est pas réciproque. Donc Lexi, c'est la dernière chose qu'elle va voir, probablement, sa mère en train d'essayer de la tuer. Mais Louise, elle, est plutôt satisfaite de son coup. Maintenant que sa fille ne respire plus, pour plus de sécurité et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, elle va attendre avant d'appeler les secours pour être sûre cette fois que personne ne puisse réanimer Lexi. Pendant ce temps, elle va accepter des demandes d'amis, elle va répondre à des hommes, bref, à un moment, elle estime malgré tout que c'est le moment et elle appelle le service des urgences. Nous sommes cette fois donc le 15 janvier à 1h du matin et rebelote, venez vite, mon enfant ne respire plus et voici l'audio. Ambulance service, is the patient breathing? No, They're not breathing? no. Okay. And who was it we're talking about? Lexi, she's 3. She's 3. Bear with Yeah. me. Okay. So she's unconscious and she's not breathing. So help has been arranged, okay? Donc elle va expliquer avoir retrouvé sa fille morte dans son lit, mais cette fois Lexi a les lèvres bleues, la rigidité cadavérique s'est déjà mise en place. Et donc vous l'aurez compris, les ambulanciers ne peuvent strictement rien faire, ils ne peuvent que constater le décès de l'enfant. Et elle est de toute évidence, et je cite, morte depuis un certain temps. Et Louise a réponse à tout, sa fille dormait, elle est probablement morte dans son sommeil, bref. Rien de tout ça ne suffira malheureusement à alerter ni les secours ni le personnel hospitalier. Tout le monde pense qu'il s'agit là d'un problème respiratoire. Et dès le lendemain, alors que la fillette n'est même pas encore enterrée, qu'elle attend probablement dans l'un de ses frigos à la morgue, eh bien Louise se prélasse sur son téléphone. Elle va accepter pas moins de 41 demandes en amis qui l'attendent sur l'application de rencontre Meet Me. Elle passera aussi ce jour-là de longues heures sur ses différentes messageries, et notamment sur celle de Badoo, où elle va répondre à un nombre de prétendants comme si de rien n'était.
Elle dira néanmoins à l'un d'eux, alors qu'ils étaient tranquillement en train de parler de tatouage, que sa fille est morte la veille. La personne en face va lui répondre « Toutes mes condoléances », ce à quoi elle va répondre « Oh no, it's alright ». On pourrait traduire par « Oh non, ça va ». Voilà, ça va, it's alright, ça va. Et ils continueront à discuter de choses et d'autres. Après tout, pourquoi pas se faire plaindre en passant? Et ce même jour d'ailleurs, un peu plus tard, elle va fixer un rendez-vous à un certain Léon. Rendez-vous donc qui aura lieu le soir même et au cours duquel elle aura une relation sexuelle. Bientôt, les funérailles de Lexi ont lieu. Les proches sont bien évidemment bouleversés, à l'image de la mère de Louise, qui est donc la grand-mère des fillettes, Sharon. Et personne ne se doute bien évidemment de l'horrible réalité qui se cache derrière la mort de l'enfant. Tous la pensent morte des suites de complications respiratoires. Ceci dit, le jour des funérailles de Lexi, ils sont tout de même plusieurs à entendre Louise rire aux éclats. C'était étonnant, mais après tout, chacun vit son deuil à sa façon. Mais le rire gras de Louise en avait quand même alerté plus d'un. Et bien plus tard, la police découvrira en fouillant dans ses télécommunications que ce jour-là, au moment de l'enterrement de sa fille, elle était en FaceTime avec un homme rencontré récemment sur Internet. Et un proche à elle lui dira ce jour-là à quel point ça doit être terrible de perdre une enfant, ce à quoi Louise a répondu avec un petit sourire en coin. J'en avais 2, maintenant je n'en ai plus qu'un. Voilà, il dira qu'elle avait l'air presque amusée. Voilà, mais Louise se moque bien évidemment d'avoir perdu sa fille. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'elle se fait. Elle se fait toujours plus d'argent et l'argent, elle aime ça. Alors elle commence à entrevoir de sacrées perspectives financières, surtout si elle arrive à se débarrasser de la dernière, Scarlett. Scarlett qui est un fardeau bien évidemment pour elle. Et la discrétion, ce n'est pas du tout le truc de Louise. Elle ne va pas attendre un peu pour brouiller les pistes, non, elle va s'en prendre à la petite Scarlett seulement 18 jours après la mort de Lexi. Nous sommes alors le 1er février. Sachez qu'entre-temps, elle avait pris une chambre d'hôtel, qu'elle y était venue avec la petite Scarlett, allez savoir. Et le 1er février, on peut voir Louise sur les caméras de surveillance de cet hôtel. Vous la voyez sortir de l'hôtel avec Scarlett dans les bras, elle la ramène dans sa voiture. La voiture va rouler dans la ville. Scarlett va faire un arrêt à une station-service. Puis elle va rouler vers un parking. Elle s'arrête dans ce parking et elle appelle le 111. Le 111, c'est un numéro d'urgence, mais c'est pas le numéro des urgences, c'est le numéro des petites urgences, on va dire. Voilà, c'est quand t'as mort d'homme, quoi. Donc elle va expliquer à l'opérateur que sa fille respire mal, et puis elle va expliquer que elle pense pas que ce soit très grave pour autant. Elle dit alors à l'opérateur que sa fille dort sur le siège arrière. Mais l'opérateur s'inquiète malgré tout, il lui dit on va essayer de la réveiller ensemble. Donc Louise fait semblant de réveiller sa fille, elle explique qu'elle n'y arrive pas. Elle explique qu'elle se rend compte que sa fille ne respire plus. Une ambulance est envoyée en extrême urgence sur ce parking. L'ambulance arrive 9 minutes plus tard et pareil, Scarlett est morte. Elle est découverte gisant sur la banquette arrière de la voiture. Et elle a l'air, elle aussi, morte depuis un moment. Ça fait tellement un moment qu'il est trop tard pour la sauver. Il n'y a rien à faire. Et cette fois, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour Louise.
Cette fois, la petite Scarlett, en plus d'être la deuxième enfant en bas âge morte dans la famille, ce qui a de quoi déjà alarmer n'importe qui, les médecins se rendent compte qu'elle présente des traces de strangulation au niveau du cou et qu'elle a, je cite, de petits saignements récents dans les tissus de son cou. L'alerte est alors donnée, tous sont sûrs que c'est l'œuvre de la mère. En fouillant dans la chambre d'hôtel, les policiers trouveront d'infimes traces de sang sur l'oreiller de Scarlett. Et comble du glauque, l'autopsie de Scarlett montrera que ce n'est pas la première fois qu'on a essayé de l'étouffer. Vous avez là 2 enfants qui vivaient nuit et jour avec une femme qui depuis 1 mois les étouffait quand même. Les policiers mènent leur enquête discrètement pour ne pas attirer l'attention de la mère. Notera qu'après la mort de Scarlett, Louise, qui était repassée chez elle récupérer des affaires, avait l'air d'être comme sans émotion particulière. Elle avait trouvé ça bizarre. Je pense que ça devait être une concierge. Comme si après tout, ça ne faisait ni chaud ni froid à Louise d'avoir perdu ses enfants. Elle lui avait demandé avec le plus de soin et pincettes possible ce qu'elle comptait faire des affaires des petites. Et elle avait été étonnée de voir Louise bâiller. Voilà, elle était fatiguée et lui dire, sortie de nulle part, vous savez, ça ne me dérange pas. Et cette femme, Madame Lee, a dit que c'est comme si Louise venait de perdre son poisson rouge. Mais elle a néanmoins admis que Louise était quelqu'un d'assez difficile à cerner. Et quand Madame Lee témoignera plus tard, Louise se défendra en expliquant qu'elle était ô combien traumatisée, que c'était ça, en fait, que cachait son attitude détachée. Mais bon, elle pourra dire ce qu'elle veut, Louise est enfin placée en état d'arrestation et elle va tout nier. Et enfin, un peu d'émotion chez Louise qui, en pleurs à chaudes larmes, crie son innocence auprès des policiers. Elle n'a rien fait, elle dit qu'elle aimait profondément ses enfants, qu'elle a toujours tout fait pour ses filles et elle hurle qu'elle ne sait pas de quoi ses filles sont mortes. Les enquêteurs vont mener leur enquête comme il se doit et bien sûr le corps de la petite Lexi est alors exhumé pour être autopsié et sa mort est complètement compatible avec un étouffement manuel. Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs et le légiste que la petite Lexi a bien évidemment, tout comme sa sœur, été tuée. Puis on va étudier le téléphone portable de Louise et il sera le témoin fidèle des activités incohérentes de Louise par rapport au drame qu'elle est censée vivre en privé avec ses filles. Voilà, et le résultat de l'enquête, le mobile, c'est que ces 2 infanticides, effectués en un temps record, quand même 18 jours, eh bien, ce serait pour permettre à Louise de se lancer à plein temps dans sa nouvelle activité plus que lucrative, à savoir de travailleuse du sexe. Le détective Pete Hill de la police de Warwickshire a déclaré « Je ne pourrai jamais comprendre pourquoi Louise Porton a assassiné ses enfants. Elle a menti à plusieurs reprises à ses amis, à sa famille et à des professionnels pour brouiller les pistes. Et à aucun moment de l'enquête, elle n'a montré de réels signes d'émotion. » L'année suivante s'ouvrira le procès de cette mère indigne. Nous sommes alors en 2019. Il attire l'attention des médias du pays, certes, mais aussi les médias du monde entier se précipitent aux portes. Comme toujours, Louise montre peu d'émotion, sauf s'il s'agit d'elle. Elle explique qu'elle n'a rien fait, qu'elle est une victime. Il est à noter qu'une fois tout de même elle craquera, c'est quand on fera entendre au jury les 2 appels que Louise a passés au 111. Et l'un d'eux, celui que vous avez écouté, fait littéralement froid dans le dos, quand l'opérateur lui demande si sa fille respire encore, ce à quoi Louise répond d'un simple non. Ambulance service, is the patient breathing? No. Pas venez vite, elle va mourir, ou en cris, ou en larmes. Simplement, non. C'est l'effroi à ce moment dans la salle. Louise va craquer à ce moment et se mettre à pleurer. Peut-être que c'est parce que c'est là la preuve ultime qu'elle se moquait parfaitement du sort de ses enfants. Alors, peut-être qu'elle pleure, sans doute, de honte et sur son propre sort. Le procureur déclara au Guardian « Ses enfants l'empêchaient de faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait et avec qui elle le voulait. » Louise va expliquer à quel point, encore une fois, ses enfants étaient toute sa vie, à quel point elle aimait rire avec ses filles. Elle a dit, je cite, « Je les emmenais dehors, je jouais dans des parcs et j'essayais de leur donner tout ce dont elles avaient besoin. Vous savez, être parent, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que je pouvais gérer. » Mais toutes ces activités téléphoniques vont littéralement parasiter sa défense. Elle va reconnaître, entre autres, au cours de son témoignage, avoir envoyé un message à un photographe lui demandant de l'argent en échange d'actes sexuels lors d'une séance photo, et ce alors même que sa fille était entre la vie et la mort, la plus grande.
Donc on va demander des explications à Louise également sur ces fameuses recherches internet. Combien de temps après la noyade quelqu'un peut-il être réanimé, etc., etc. Eh bien, elle va expliquer que ces recherches sont un malheureux concours de circonstances et qu'elles n'ont rien à voir avec ses filles. Sa principale défense sera toujours la même. Mes filles étaient malades de quelque chose et c'est la maladie qui les a tuées. Et bien évidemment, personne ne la croira, surtout pas les jurés. La mère de famille va écoper de la prison à vie avec une période minimale de 32 ans à passer derrière les barreaux. Quant à la mère de Louise, Sharon, eh bien, elle a été si choquée à l'annonce des crimes qu'elle a décidé tout simplement de renier sa fille. Elle s'en voudra toute sa vie. La pauvre sera retrouvée morte peu de temps après. Sa famille dit qu'elle a beaucoup été tourmentée par les meurtres de ses 2 petits-enfants, surtout à un moment après le meurtre de Lexi, lorsque sa mère ira s'inquiéter du bien-être de Louise et de la petite Scarlett. Louise lui avait répondu qu'elle avait le pressentiment que Scarlett allait être la prochaine. Et rétrospectivement, on pense que la mère s'en est voulu de ne pas avoir compris et de ne pas avoir pu sauver la dernière. Bref, en tout cas, sachez que la police, dans le cas de Sharon Porton, a conclu à un suicide. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire de Louise Porton, voilà, celle qui a voulu par tout moyen se débarrasser de ses filles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire, à nous laisser vos impressions. Merci à notre sponsor Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour 1,79€ par mois. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime, une autre triste histoire.